Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui m'a marqué aussi bien par son approche stratégique que par son univers. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui demande de l'anticipation, de la vision à long terme. Un jeu où on ne se contente pas de lancer des dés ou d'enchaîner des actions mécaniquement, mais où chaque décision façonne réellement le cours de la partie. Echo of Empire, c'est un jeu où vous dirigez une civilisation, avec tout ce que cela implique, la gestion du territoire, le contrôle de votre capitale, le développement, et bien sûr, les affrontements avec votre adversaire. Ce qui est très intéressant, c'est que le jeu vous pousse constamment à faire des choix. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Est-ce que vous allez explorer pour découvrir de nouvelles zones? Est-ce que vous allez sécuriser vos ressources avec des bâtiments? Est-ce que vous allez préparer une armée pour mettre fin à la pression de vos voisins? Chaque option a ses avantages, mais aussi ses risques. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 à 90 minutes, ce qui permet de s'installer dans la partie sans sensation d'extrême longueur. On a le temps de construire, de voir ses stratégies évoluer, de réagir aux choix de l'adversaire. Tout cela permet de raconter une vraie histoire autour de la table, avec des retournements de situation, des moments de tension et parfois des coups de théâtre inattendus. Dans Echo of Empire, on a une vraie sensation de progression. On démarre pas en étant tout puissant, on construit sa force petit à petit, en faisant des choix difficiles, on apprend à connaître le terrain, à exploiter ses ressources, à positionner stratégiquement ses unités. Et plus la partie avance, et plus les enjeux deviennent importants. Une erreur en début de partie peut se rattraper, mais en fin de partie, chaque mouvement compte. On est aussi sur un jeu qui encourage la lecture de l'adversaire. On ne peut pas seulement se développer dans son coin. Il faut observer, anticiper, comprendre ce que l'adversaire a en tête. Est-ce qu'il se renforce militairement, se prépare-t-il à prendre plus de ressources? Et moi, est-ce que je prépare une attaque surprise? Cette dimension psychologique apporte énormément de profondeur à un jeu qui l'est déjà. Le jeu est édité par Volcano Studio et on sent qu'il y a une vraie volonté de proposer quelque chose de profond, de stratégique et d'assez unique. Un jeu qui récompense les joueurs qui prennent les bonnes décisions. Ce n'est pas un jeu qui se gagne par hasard. On gagne parce qu'on a mieux géré ses ressources, mieux positionné ses unités pour le combat. Maintenant, prenons le temps, installez-vous confortablement et préparez-vous à entrer dans un univers où la moindre décision peut faire basculer la partie. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste une partie qui commence, c'est une conquête. Allez, on va voir comment ça se passe. Bon, maintenant que vous avez les bases, on va vraiment entrer dans le cœur du sujet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer Echo of Empire. On va commencer par la mise en place avec le plateau, les tuiles, les civilisations et tout ce qu'il faut préparer avant de jouer. Ensuite, je vous expliquerai le déroulement d'un tour. Début de tour, la mobilisation, le déploiement à la fin du tour, pour que vous sachiez exactement quoi faire et dans quel ordre. Je vous expliquerai aussi comment déployer les unités, comment fonctionne la capitale et les conditions de victoire. Les différentes façons de jouer avec les modes de jeu, partie classique, partie longue et mode équipe. Et pour finir, je vous donnerai mon avis complet avec mon ressenti. Ce que j'ai aimé, ce qui fonctionne vraiment bien, pour quel type de joueur le jeu est fait, et pourquoi il mérite une place dans votre ludothèque. Bref, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment jouer à Echo of Empire et surtout si le jeu est fait pour vous. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on part ensemble bâtir un empire, défendre notre capitale et créer notre propre légende dans Echo of Empire. Passons maintenant à la mise en place du jeu. Chaque joueur choisit une tuile de départ, soit Island, soit Constantinople. Vous voyez, ici, c'est indiqué Island, et vous avez également cette tuile Constantinople. Mélangez ensuite les tuiles des cartes correspondantes. Placez ensuite les 2 tuiles de départ face visible devant chaque joueur. En respectant cette règle importante, votre case capitale doit toujours se trouver en bas à gauche depuis votre point de vue. Maintenant, complétez les espaces restants avec les tuiles de cartes mélangées face cachée afin de former une grille de 3 par 3. Vérifiez bien que le 3 par 3 est indiqué sur les tuiles ici. Chaque joueur reçoit ensuite un plateau d'unités pour organiser ses cartes d'unités. Petite recommandation pour les nouveaux joueurs. Pour votre première partie, il est conseillé de jouer sur la carte Island avec des civilisations plus simples, comme les Nordiques, les Byzantins et les Scots. Chaque joueur va ensuite lancer un dé. Celui qui obtient le résultat le plus élevé décide soit de choisir sa civilisation en premier, soit de laisser l'autre joueur choisir en premier. Ensuite, chaque joueur sélectionne son deck de civilisation. Les symboles vous permettent de reconnaître ici, ainsi que la carte que vous avez là, et prendre tous les éléments de jeu de sa couleur. Placez ensuite votre carte civilisation sur votre plateau d'unité, l'éclaireur, ainsi que sa carte sur le premier emplacement de carte, puis mélangez votre deck. Placez votre deck face cachée. Prenez maintenant tous vos pions d'unité et placez-les sur les emplacements désignés de votre plateau. Comme vous voyez, en fonction, il y a ces symboles-là. Placez votre capitale sur votre tuile de départ et placez l'éclaireur directement sur votre capitale. Réglez votre compteur de points de vie sur 10, puis placez-le sur votre plateau d'unité. Chaque joueur reçoit un jeton bois ainsi qu'un jeton nourriture. Puis vous piochez 5 cartes de votre deck. Si vous êtes déjà familier avec ce genre de jeu, vous pouvez améliorer votre main une seule fois en effectuant un réapprovisionnement. Placez les différentes ressources, donc l'or, le bois, la nourriture, les ressources joker ainsi que les marqueurs de dégâts, pour former une réserve commune à tous les joueurs. Je tiens à vous préciser qu'ici les éléments que j'ai font partie d'un add-on
qui sont les pièces en bois, qui sont très lourdes, qui sont magnifiques, ainsi que des ressources de qualité qui font partie de cet add-on, que je vous conseille fortement, ça rajoute de l'immersion. Avant d'entrer dans le détail des phases, voyons d'abord l'objectif du jeu. Dans Echo of Emperor, votre but est de réduire les points de vie de la capitale adverse à 0, ou d'éliminer toutes les unités ennemies déployées sur la carte. La partie se joue en tours, et chaque tour est divisé en 4 phases. Chaque tour se déroule toujours dans cet ordre précis. Début du tour, désengager les ressources et les unités. Mobilisation, c'est une phase centrée sur le plateau. Vous déplacerez vos unités et effectuerez des actions avec elles. Déploiement, c'est une phase centrée sur les cartes. Vous dépenserez des ressources pour déployer des unités et des technologies. Phase de fin de tour, vous piochez jusqu'à avoir 5 cartes en main. Entrons maintenant dans le détail de la première phase. Une unité ou une ressource épuisée ne peut plus être utilisée tant qu'elle n'a pas été désengagée. Pour indiquer qu'une carte ou qu'un jeton est épuisé, on retourne le jeton. Par exemple, l'autre côté est comme ceci. Et pour les cartes, vous les faites glisser, comme ceci, vers le bas du plateau unité. Lorsqu'ils sont déjà engagés, remettez-les simplement sur leur position d'origine, c'est-à-dire comme ceci, ou comme cela. Le joueur ayant obtenu le meilleur lancer de dés commence la partie. Le second joueur reçoit une ressource joker temporaire. Ce sont ces ressources-là. Cette ressource peut être utilisée une seule fois, comme n'importe quel type de ressource, puis elle va être rendue à la banque. Il y a un désengagement au début du tour, car au début de chaque tour, désengagez toutes les ressources principales utilisées, unités utilisées, elles redeviennent alors disponibles. Cette phase est bien entendu ignorée lors du premier tour. Les ressources temporaires ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Elles doivent être ensuite rendues à la banque. Contrairement aux ressources principales provenant des camps, qui sont épuisées quand on les utilise, les ressources temporaires sont placées sur la carte qui les fournit ou sur votre carte civilisation. Certaines cartes indiquent une capacité maximale de stockage, marquée Max X. Cela signifie que vous ne pouvez pas dépasser ce nombre de ressources sur cette carte. Et ici, c'est une carte qui fournit. Si la carte qui fournit les ressources est retirée de jeu, toutes les ressources restantes dessus sont perdues. Passons maintenant à la phase de mobilisation. C'est la phase dédiée au déplacement sur le plateau et aux actions de vos unités. L'ordre est flexible pendant cette phase. Vous pouvez choisir entre deux façons de jouer. Déplacer toutes vos unités, puis effectuer toutes leurs actions, ou déplacer une unité, faire son action, puis passer à une autre unité. Vous êtes totalement libre de l'enchaînement. Maintenant que vous avez vu la mise en place, je risque de bouger des éléments afin de vous faire des exemples. Chaque unité non épuisée peut se déplacer une fois par tour. Elle peut parcourir un nombre de cases égal à la statistique de mouvement indiquée sur le côté gauche de sa carte, comme vous le voyez ici. Cette statistique précise la distance en points de mouvement et les directions autorisées, les flèches directionnelles. Les déplacements doivent respecter ces règles. Les unités se déplacent uniquement en ligne droite, parallèlement ou en diagonale selon leur flèche. L'unité ne peut pas changer de direction pendant son mouvement. Chaque case traversée coûte un point de mouvement. Ici, j'ai 3 mouvements, et c'est une flèche multidirectionnelle. Donc je pourrais par exemple, juste pour l'exemple, faire un de mouvement comme ceci. Les tuiles face cachée sont considérées comme non explorées. Quand une unité entre sur une tuile non explorée, son mouvement s'arrête immédiatement sur la première case. Vous révélez la tuile, vous pouvez la faire pivoter librement. Si la première case révélée est de l'eau, vous devez reculer l'unité jusqu'à la première case disponible. L'exploration ne compte pas comme une action, elle n'épuise pas l'unité. C'est-à-dire que là, on révélerait cela, je peux la retourner dans le sens que je veux. Pour la règle de déplacement, voici toutes les restrictions sans exception. Une seule unité par case. Les unités ne peuvent pas passer ni s'arrêter sur des unités ennemies, des bâtiments fortifiés ennemis, sauf en cas de combat de mêlée. Les unités ne peuvent pas se déplacer sur l'eau, ni au-dessus de l'eau. Vous le voyez ici, une case d'eau. Les unités peuvent se déplacer sur des camps ennemis, se déplacer sur des bâtiments alliés. Les unités peuvent passer au-dessus d'unités alliées, mais pas s'arrêter sur la même case. Entrer sur une case montagne, mais immédiatement fin au mouvement. Comme vous le voyez ici. Chaque unité peut effectuer une seule action par tour. Après l'action, l'unité devient épuisée. Les actions possibles sont construire, attaquer, utiliser une capacité d'action spéciale. L'unité peut construire un bâtiment. Le bâtiment est placé sur la même case que l'unité. Un seul bâtiment par case. Après la construction, l'unité est épuisée. Les camps servent à collecter les ressources. Vous pouvez construire un seul camp par tour. La construction est gratuite. Le type de ressources dépend du terrain. Dès sa construction, le camp vous donne une ressource non épuisée. Cette ressource reste à vous tant que le camp est en jeu. Donc là, si par exemple je construis un camp ici, je récupérerai une nourriture. Ici de l'or et ici du bois. Les casernes, quant à elles, sont des bâtiments fortifiés. Elles permettent de déployer des unités sur leurs cases. Elles ont un coût de construction,
2 bois et 2 ors que vous épuisez. Impossible de construire sur l'eau ou sur une case adjacente à une capitale. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne pourrais pas construire ici, ce n'est pas possible. Si une caserne est construite en montagne, elle annule l'effet de mouvement de la montagne. La case devient librement transversable. Les casernes ne produisent aucune ressource. Si tous vos bâtiments sont déjà placés, vous pouvez détruire un bâtiment existant, le reconstruire sur la case d'une de vos unités. Conséquence, l'unité est épuisée. Lorsque vous déplacez un camp sur notre terrain, vous devez changer le type de ressources associées. Déplacer une caserne, vous devez payer à nouveau son coût. Les terres agricoles fournissent de la nourriture. Les forêts fournissent du bois. Les mines fournissent de l'or. La ressource Joker peut être utilisée comme n'importe quelle ressource. Sur la carte de Constantinople, la tuile centrale possède 2 cases avec double symbole d'or. Si un camp est construit dessus, il donne des ressources doublées. Il est important, cette tuile commence non explorée. Elle doit être découverte avant son utilisation. Le dos de la tuile indique clairement qu'elle doit être placée au centre de la carte. Parlons des différents effets de chaque type de terrain. Les montagnes. Entrer sur une montagne met immédiatement fin au déplacement de l'unité. Les cases d'eau ne peuvent pas être traversées, sauf si votre unité possède l'effet naval ou ship. Les cases villages peuvent être traversées librement. Si une de vos unités se trouve sur un village, vous pouvez utiliser son action pour effectuer un réapprovisionnement ou piocher une carte. L'unité est alors épuisée. Les cases rivières peuvent être traversées par tout type d'unité. Elles sont considérées comme de l'eau pour tous les effets qui font référence aux cases d'eau. Passons maintenant au système de combat. Quand vous effectuez un réapprovisionnement, vous mettez de côté n'importe quel nombre de cartes depuis votre main. Vous piochez le même nombre de cartes depuis votre deck, puis vous mélangez les cartes mises de côté dans votre deck. Lorsqu'une unité attaque, l'unité attaquante, comment déclenchez-vous un combat? Ça se fait contre 2 unités, l'unité attaquante et l'unité ciblée. Elles sont toutes les deux engagées en combat. Les unités peuvent attaquer en mêlée ou à distance. Les joueurs placent alors des marqueurs de dégâts sur leur carte unité, en nombre égal au point de vie restant de l'unité. Après l'attaque, votre unité devient épuisée. Ici, vous avez la santé de vos unités. Une unité peut changer de mode d'attaque uniquement si elle en est épuisée pendant votre phase de mobilisation. Par exemple, comme ceci, nous serions en mode mêlée. Vous positionnez la carte soit de manière verticale pour le mode mêlée ou horizontale pour le mode à distance. Vous infligez des dégâts égaux à la statistique d'attaque en mêlée. Vous vous retrouvez ici. Pour attaquer, votre unité doit se déplacer sur la case de la cible, ce qui déclenche le combat immédiatement. Si la cible est aussi en mode mêlée, les 2 unités infligent des dégâts simultanément, chacun selon sa statistique de mêlée. Cela signifie que votre unité reçoit des dégâts même si elle a détruit la cible. Imaginons que vous ayez déployé des unités et qu'elles se retrouvent sur la même case pour combattre. Et que ce sont ces 2 unités-là, donc qui seraient placées à divers endroits du plateau. Elles feraient 3 d'attaque, elles 4. En mêlée, les 2 se feraient des dommages. Ici, l'unité prendrait 4 dégâts. Après l'attaque, si la case ciblée est toujours occupée, reculez votre unité vers la première case disponible, dans la direction d'où elle vient. Si la cible est détruite et que la case est libre, votre unité occupe la case. L'unité avec une valeur d'attaque supérieure à 0 inflige toujours au moins 1 dégât, même si des effets annulent les avantages. C'est-à-dire, imaginons que nous faisions un combat comme ceci. Je n'arrive pas à détruire l'unité, elle ne me détruit pas. Dans ce cas-là, je reculerai d'une case. Par contre, si j'arrive à la détruire, elle est enlevée, et j'occupe la case maintenant. Pour le mode attaque à distance, vous infligez des dégâts égaux à la statistique d'attaque à distance. Pour attaquer, votre unité doit se trouver sur une case adjacente à la cible, incluant les diagonales. C'est-à-dire que comme ceci, je pourrais attaquer à distance. Les unités attaquant à distance ne subissent aucun dégât de contre-attaque. Les unités en mode distance n'infligent pas de dégâts de contre-attaque lorsqu'elles sont ciblées. Les casernes et les capitales sont des bâtiments fortifiés. Les unités à l'intérieur d'un bâtiment fortifié ne peuvent pas être ciblées par des unités ennemies ou des effets de cartes, sauf si l'effet cible explicitement les unités en garnison. Dans ce cas, il faut d'abord cibler le bâtiment. Tous les bâtiments possèdent 4 d'armure à distance, appelées armures de bâtiment. Elle réduit les dégâts reçus provenant d'attaques à distance. Pour une attaque en mêlée contre un bâtiment, vous déplacez votre unité sur la case du bâtiment. Si le bâtiment survit, reculez vers la case disponible la plus proche. Si le bâtiment est détruit, mais qu'une unité ennemie reste sur la case, vous devez aussi reculer. Les camps ont 4 points de vie, les casernes ont 5 points de vie, les capitales ont 10 points de vie. Pour les camps et les casernes, placez des marqueurs de dégâts sur la case. Pour les capitales, utilisez votre compteur de points de vie.
Quand l'unité est détruite, vous défaussez sa carte face visible à côté de votre deck. Pour former une pile de défausse, vous replacez son pion sur le plateau d'unité. C'est-à-dire que si lui est détruit, il reviendra là. Par exemple, disons que cette carte était associée, cette carte est également défaussée. Les bâtiments retirés du plateau peuvent être réutilisés lors de nouvelles constructions. Si un camp est détruit, retirez toutes ses ressources associées, d'abord les jetons non épuisés, puis les jetons associés. Lors de la phase de mobilisation, les joueurs peuvent jouer des cartes tactiques en épuisant les ressources syndiquées. Voyons maintenant comment déployer vos unités. Pour déployer une carte unité depuis votre main, payez le coût en ressources indiqué sur la carte. Par exemple, ici je devrais payer 2 nourritures et un or. Je l'attache à un pion de mon choix, par exemple, je paye et je décide de le mettre ici. Ensuite, je positionne ce pion soit sur une caserne libre, comme ceci, soit sur ma capitale, comme ceci. Si aucune capitale ni caserne n'est libre, vous ne pouvez pas déployer de nouvelles unités. Les pions d'unité sont uniquement des représentations visuelles de vos cartes sur le plateau. Ils sont tous identiques, sauf 2 exceptions. Le roi et la reine. La règle spéciale, ils ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Ils donnent un petit bonus à l'unité à laquelle ils sont attachés. Lorsqu'ils sont détruits, ils sont retirés définitivement du jeu. Si votre plateau d'unité est plein, vous pouvez défausser une unité déjà déployée, sauf le roi et la reine. Cela inclut ses améliorations, ses marqueurs de dégâts. Cela permet de libérer une place. Pendant la phase de déploiement, les joueurs peuvent jouer des cartes à condition d'avoir suffisamment de ressources. Pour jouer une carte, vous devez épuiser exactement le nombre de ressources affichées sur son coût. Pendant cette phase, aucun déplacement d'unité n'est autorisé. Certaines cartes ont un coût flexible de ressources, un symbole de ressources grisé. Vous pouvez payer avec n'importe quel type de ressources. Voyons comment comprendre une carte. Ici, vous avez le nom et la civilisation. Ici, le coût de la carte. Ici, son effet. Ici, sa valeur de mouvement. Ici, sa barre de statistiques. Ici, un texte d'ambiance. Le symbole de rareté. Et ici, sa classe. Regardons maintenant les différents types de cartes. Vous avez des cartes technologie et stratégie. Stratégie, technologie avec ce symbole-là. Elles sont reconnaissables grâce à l'icône à côté du type. Il existe 4 types de technologies différents. Les technologies doivent obligatoirement être jouées pendant la phase de déploiement, alors que les stratégies peuvent être jouées à la fois pendant la phase de mobilisation et la phase de déploiement. Certaines cases ont 2 effets, mais vous pouvez en utiliser qu'un seul. Vous avez en vert les améliorations. Elles peuvent être attachées à n'importe quelle unité déployée, mais attention, elles ne donnent leur effet que si elles sont attachées à la bonne classe d'unité. Si aucune classe n'est précisée, l'amélioration fonctionne avec toutes les unités. Par exemple, vous voyez ici, c'est pour l'infanterie et la cavalerie. Les améliorations restent actives tant que l'unité est sur la carte. Vous pouvez attacher plusieurs améliorations à une même unité, mais vous ne pouvez jamais attacher 2 fois la même amélioration à une unité. Ici, ce sont les actions. Elles sont à usage unique, elles sont défaussées immédiatement après avoir résolu leur effet. Il y a des cas particuliers, les actions qui donnent des ressources temporaires ne sont défaussées qu'une fois toutes utilisées, ce qui permet de les conserver sur plusieurs tours. Ici, vous avez les réactions. Elles doivent être jouées pendant le tour de l'adversaire. Elles sont ensuite défaussées immédiatement. Ici, vous avez les événements. Elles restent actives pendant toute la partie une fois posée. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 événements actifs maximum en même temps. À tout moment, vous pouvez décider de défausser vos événements actifs quand vous le souhaitez. À la fin de votre tour, si vous avez moins de 5 cartes en main, piochez jusqu'à en avoir 5. Si vous avez déjà 5 cartes ou plus, piochez une seule carte. Si votre main dépasse 7 cartes, vous devez défausser pour revenir à 7. Une fois ces étapes terminées, le joueur suivant commence son tour. Si votre deck est vide, vous ne pouvez plus piocher. Ne mélangez pas votre pile de défausse. Vous devez continuer la partie uniquement avec les cartes dans votre main et les cartes déjà en jeu. Votre objectif est de vaincre votre adversaire en réduisant les points de vie de sa capitale à 0 ou d'éliminer toutes ses unités déployées en ne laissant aucune unité sur la carte. Dès qu'une condition est remplie, la partie s'arrête immédiatement. Le dernier joueur encore en jeu remporte la victoire. Donc comme vous le voyez, ici, cela résume le tour de jeu. Départ, tout rafraîchir, mobilisation, déplacer, explorer, action, jouer des cartes stratégie. Déploiement, jouer des cartes, unité, technologie, stratégie. Puis la fin de tour. Voyons maintenant les différents modes de jeu disponibles dans Echo of Emperor. La meilleure façon d'apprendre est de découvrir les mécaniques de jeu et de faire une partie de base. Ce mode offre un bon équilibre entre stratégie et durée de partie, ce qui le rend idéal pour les nouveaux joueurs comme pour les joueurs expérimentés. Suivez les règles de base, chaque joueur commence avec 10 points de vie de capital sur une carte de 3x3. Si vous cherchez une expérience plus approfondie, la partie longue vous permet de prendre plus de temps pour construire votre empire et déployer des stratégies avancées. Chaque joueur commence avec 20 points de vie sur la capitale et la carte est de 4x4.
Votre tuile de départ est placée sur la deuxième case en partant de la gauche. Pour créer cette carte, vous devez utiliser des tuiles 3x3 et des tuiles 4x4 pour former la carte 4x4. Vous avez également un modèle équipe à 4 joueurs 2 contre 2. Vous unissez vos forces dans ce mode de jeu, où la stratégie et le travail d'équipe sont essentiels. La partie se joue sur une carte Island 4x4. Elle offre suffisamment d'espace pour chaque joueur. Chaque équipe commence du même côté de la carte. Les unités de départ de chaque joueur sont placées sur l'une des cases centrales. Les tours des joueurs alternent entre équipes. Joueur 1, adversaire 1. Joueur 2, adversaire 2. Pour déterminer l'équipe qui commence, lancez un dé. L'équipe gagnante choisit quel joueur commence. L'équipe adverse reçoit une ressource, joker temporaire, utilisable par n'importe lequel des deux joueurs pendant leur tour. Les ressources sont partagées. Vous pouvez utiliser les ressources non épuisées de votre coéquipier. Chaque joueur choisit un deck de civilisation. Choisissez des civilisations qui se complètent, car de nombreuses cartes affectent les unités alliées, ce qui inclut les unités de votre équipier. Si une carte indique votre adversaire, alors vous pouvez choisir lequel de vos adversaires sera affecté par cet effet. Les conditions de victoire en équipe sont les suivantes. Si un seul joueur perd sa capitale ou perd toutes ses unités, toute son équipe perd immédiatement. Travaillez ensemble pour contrer vos adversaires. Équilibrez attaque, défense, gestion des ressources, afin de décrocher la victoire. Je vais un petit peu vous montrer quand même, avant d'aller plus loin, déjà vous rappeler que tous les decks sont asymétriques, toutes les civilisations se jouent différemment avec des cartes différentes, ce qui fait vraiment la richesse du jeu. Donc là, ce sont des ressources, comme vous voyez, vraiment d'extrêmement bonne qualité. Et on va un petit peu regarder les pions en bois. Vous voyez, voilà. Ils sont vraiment rendus sur la table, assez incroyable. Alors là, ça se voit moins parce que c'est une vidéo, mais ils sont vraiment plus lourds, d'extrêmement bonne qualité. Et quand vous allez au fur et à mesure jouer et les déployer sur la carte, ça donne vraiment un effet assez incroyable. C'est une belle prestance sur la table. J'espère que ça rend hommage au jeu qui est vraiment magnifique, en plus d'être très bon. Juste avant de passer à mon avis sur Echo aux Empereurs, je prends une petite seconde pour vous rappeler que si la vidéo vous plaît jusqu'ici, s'il vous aide à mieux comprendre le jeu, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like. C'est un geste simple mais qui soutient énormément la chaîne et continue à me motiver. N'hésitez pas à vous abonner également. Et surtout, j'aimerais beaucoup avoir votre avis à vous. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez du jeu, s'il vous intrigue, si vous y avez déjà joué, ou même quelle civilisation vous attire le plus. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions pour les prochaines vidéos, écrivez-les aussi juste en dessous. Je lis vraiment vos messages et j'essaie vraiment d'y répondre dès que possible. Merci énormément pour votre soutien, pour le temps que vous passez ici. Et maintenant, on passe à mon avis. Fermez les yeux un instant et imaginez. Devant vous, une terre inconnue, des frontières encore floues, une capitale fragile, quelques unités prêtes à partir à l'aventure et un empire entier à bâtir. C'est exactement ce que propose Echo of Emperors dès les premières minutes de jeu. Dès que la partie commence, on ressent quelque chose de particulier. Ce n'est pas juste un jeu de plateau, c'est une montée en puissance, une histoire qui s'écrit tour après tour. Chaque tuile retournée, chaque unité déplacée, chaque bâtiment construit devient une décision lourde de conséquences. Rien n'est anodin, rien n'est gratuit. Au départ, tout est calme, presque paisible. On explore, on avance prudemment. Les éclaireurs partent découvrir des territoires encore inconnus. Et chaque nouvelle tuile révélée, c'est un petit frisson. Une montagne qui bloque le passage, une rivière qui devient un point stratégique, une zone riche en ressources, on ne sait jamais ce qui nous attend. Cette phase d'exploration donne au jeu une vraie âme d'aventure. On a l'impression de poser les premières pierres d'un royaume. Puis, petit à petit, la carte se remplit. Les frontières se rapprochent, les premières tensions apparaissent. On commence à sentir le poids de l'adversaire. On installe des camps pour sécuriser les ressources, on construit des casernes pour renforcer sa présence militaire, on déploie de nouvelles unités en essayant d'anticiper les mouvements ennemis. Et là, le jeu change de ton. Les premières escarmouches éclatent, les unités se font face. Chaque déplacement est calculé, chaque attaque est un pari. Le système de combat est simple, mais terriblement efficace. En mêlée, les dégâts sont simultanés. On peut gagner, mais mourir dans la foulée. Rien n'est jamais certain. Chaque affrontement est tendu, chaque décision peut faire basculer la partie. C'est là que Echo of Emperors brille vraiment. Il crée une tension permanente. On ne joue jamais en pilote automatique. On observe, on analyse, on tente de lire dans le jeu de l'adversaire. Va-t-il attaquer, se renforcer, explorer davantage? Chaque tour devient un duel psychologique. Et pourtant, malgré cette profondeur, le rythme reste fluide, les phases s'enchaînent naturellement. Mobilisation, déploiement, fin de tour, tout est clair. On sait toujours quoi faire. On ne se sent jamais perdu, le jeu trouve un équilibre rare entre complexité et lisibilité. L'ambiance, elle est totalement réussie. On ressent vraiment cette époque médiévale. On défend sa capitale, comme on défendrait un royaume, on envoie des unités conquérir des territoires, on fortifie des positions, on protège ses ressources. Chaque mécanique raconte quelque chose. Les camps exploitent les terres, les casernes forment les troupes, les unités en garnison se retranchent derrière les murs, tout fait sens.
Et c'est là que le jeu impressionne. La cohérence entre le thème et les règles est remarquable. Rien ne semble plaqué. Les montagnes bloquent les armées, l'eau empêche de traverser sans navire, les villages permettent de se ravitailler. Chaque règle renforce l'immersion. On n'applique pas des mécaniques, on vit une conquête. Ce qui est encore plus fort, c'est l'accessibilité. Sur le papier, le jeu peut faire peur. Beaucoup de cartes, beaucoup de possibilités, mais une fois lancé, tout devient naturel. Les actions sont logiques, les symboles sont clairs. On apprend en jouant. Le mode de base est parfait pour débuter. Une carte réduite, une durée maîtrisée, une montée en puissance progressive. Après une partie ou deux, on commence vraiment à comprendre, à anticiper, à construire de vraies stratégies. Et c'est là que le jeu révèle sa profondeur. Le jeu devient un terrain d'expérimentation, on teste des approches différentes. Une partie très agressive, une autre plus défensive. Une stratégie basée sur l'économie, une autre sur la pression militaire. Et surtout, aucune partie ne se ressemble. La carte change, les civilisations changent, les cartes en main changent. Chaque session raconte une nouvelle histoire, une nouvelle guerre, une nouvelle conquête. Le mode équipe, 2 contre 2, apporte encore une autre dimension. Là, on ne joue plus seul, on communique, on coordonne ses attaques, on partage ses ressources, on protège son allié. Les synergies entre civilisations deviennent cruciales. Chaque décision doit être pensée pour le groupe. Et la tension est encore plus forte. Parce qu'une erreur ne vous coûte pas seulement à vous, mais à votre équipe. Alors, pour qui est fait Echoes of Emperor? Pour celles et ceux qui aiment réfléchir, pour les joueurs qui aiment planifier, anticiper, contrôler une carte, pour les amateurs de jeux de conquête, pour les groupes qui aiment se retrouver régulièrement autour d'un jeu exigeant mais gratifiant. C'est un jeu qui demande de l'investissement, mais ils l'auront au centuple. Parce qu'à chaque partie, on vit quelque chose, une montée en puissance, des retournements de situation, des victoires arrachées de justesse, des défaites amères, mais mémorables. On se souvient des batailles, des erreurs, des coups de génie. Echoes of Emperor n'est pas juste un jeu, c'est une véritable expérience stratégique. Un jeu qui réussit à mélanger exploration, développement, gestion de ressources et combat tactique dans un ensemble cohérent, immersif et tendu. Un jeu qui raconte une histoire, votre histoire, celle de votre empire. Et croyez-moi, une fois que vous y aurez joué, vous n'aurez qu'une envie, c'est y retourner. Encore et encore. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!